Salut à tous, ici Dorado accompagné de Rémi pour une nouvelle vidéo, non pas Money Times, pardon, Time Out avec Money Times, c'est ça le petit lapsus. La forme Rémi? Ça va, nickel, malgré que t'as écorché tout et n'importe quoi, mais c'est pas Ouais, grave. ouais, ça Super c'est intro, super Dorado. intro, t'as vu, je la prépare bien et tout. Euh, Avant, excusez-nous pour le son, il y a peut-être moyen qu'il y ait un bug où finalement il y a un petit décalage entre mes phrases et le temps que Rémi ait la phrase et que derrière il réponde en fait. On est un petit peu, Ouais, voilà, y a comme pas à de la réseau au télé. Mexique. Comme à la télé, tu sais, quand ils interviewent, ils sont à Paris, New York, et puis ils attendent 30 secondes, tu vois. À vous les studios. À vous les studios. Donc aujourd'hui, on a un thème assez intéressant au niveau du. C'est plus débat, hein, à mon avis, qui va faire un peu parler, je pense. Et en plus, voilà, on va faire un peu de science-fiction avec, si on peut imaginer le tennis sans peut-être trois des, c'est pas peut-être, c'est sûr, trois des meilleurs joueurs de tous les temps, Djokovic, Nadal et Federer. Ça va laisser un putain de grand vide. C'est un peu quand Messi et Ronaldo vont prendre leur retraite, ça va faire un peu bizarre et ça va reprendre un petit peu comme en NBA quand Michael Jordan a pris sa retraite. Il y a eu un vide sidéral pendant quelques saisons. Mais l'avantage de la NBA, c'est qu'il y a une sorte d'alimentation de pépites qui se fait en fait au fil du temps. Et que tu vois, Michael Jordan, il était plus là. Mais derrière, il y a eu LeBron, et puis avant, il y a eu Grant Hill, et puis avant, tu vois, il y a eu plein de mecs qui étaient quand même forts parce qu'il y a une sorte de densité qui se fait. Il y a tellement de joueurs en fait en NBA qu'il y a forcément des mecs qui sont au-dessus du lot. Et après, voilà, après, il y a des mecs comme Ouais, Michael Jordan mais, qui, ça mais le traverse les vide, on le générations. sent quand même. Tu vois, Jordan a pris sa retraite en 98, jusqu'à LeBron James en 2003. Et encore, heureusement qu'il y avait un peu d'Allen Iverson et Kobe entre les deux, tu vois. Mais la NBA, ça a senti vraiment un coup de, enfin, moins d'intérêt, moins médiatique en tout cas. Et quand LeBron James est arrivé, tu sens que c'est reparti. Ils en ont profité un max aussi pour relancer la NBA enfin relancer, ça marchait bien, mais avoir une icône quoi de cette génération avec l'arrivée de LeBron. Mais le tennis, comme tu dis, il n'y a pas de draft ou il n'y a pas de choses comme ça quoi. Ben, en gros, au tennis, en fait, c'est que tu attends tous les ans forcément des nouvelles pépites. Sauf qu'aujourd'hui, on a une sorte de plafond de verre qui se fait et qui s'est créé au fil des années avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Je veux pas trop m'étendre sur tous les trophées qu'ils ont gagnés. Je vais juste vous donner une stat. Parmi donc le premier sac de Roger Federer en Grand Chelem, donc c'est le premier des trois à en avoir gagné un, c'était en 2003, c'était à Wimbledon, son premier titre du Grand Chelem. Donc parmi ces trois-là, il y a 67 tournois du Grand Chelem qui ont été disputés. Et parmi eux, il y en a 56 qui ont été remportés par ces trois joueurs. Ça fait un total de 84%. C'est énorme, et je voulais faire le parallèle par rapport au PLT. Au tennis, forcément, imaginez l'argent que vous auriez pu amasser si depuis 2003 et depuis Wimbledon, vous auriez misé sur l'un des trois. Alors forcément, évidemment, les cotes étaient à leur avantage et ce sont encore les favoris. Même encore aujourd'hui, si vous regardez les PLT qui sont en cours, en cours pour les prochains tournois. Mais imaginez 84%, c'est tout simplement Ah, incroyable. c'est monstrueux. Si vous avez fait du PLT depuis 2003, j'imagine que déjà vous aurez pu passer des belles cotes au-delà de 5, 6, etc. Et que l'argent serait clairement rentabilisé depuis. Juste pour l'anecdote, le dernier, par exemple, je vais vous donner le dernier Grand Chelem qui n'a pas été remporté par un de ces trois, c'est en 2016, c'est l'US Open 2016. Donc l'US Open, c'est en septembre que ça se passe. Donc c'est-à-dire qu'en gros, depuis septembre, donc depuis, on va prendre depuis donc le janvier 2017 la victoire de Roger Federer. Si vous avez parié depuis 2017 sur l'un des trois, sur les quatre grands chelems de chaque année, donc depuis 3 ans,
enfin 4 ans maintenant avec l'Open d'Australie de cette année, bah, ça aurait fait 13 victoires, Et, 13 PLT qui seraient passés sur 13. Non, et c'est du tout coup, simplement incroyable. je suppose que le fait que les trois à chaque fois se battent pour le titre, ça rééquilibre plus les cotes que s'il y avait que c'était qu'un joueur, quoi, par exemple. Du coup, on ne sait pas vraiment, enfin, entre guillemets, qui va gagner entre Federer, comment ça s'appelle, Nadal et Djokovic. Par contre, en fonction, c'est une question que je te pose, en fonction de leur momentum, de leur forme du moment, tu peux te dire tiens là celui-là il y a peut-être une petite fenêtre de tir pour Djoko. Et là bon bah c'est comment Roland Garros, bon bah Nadal. Bon même si à mon avis Nadal en Roland Garros ça doit être du indice non. Mais voilà peut-être que après de toute façon on connaît le PLT, tu peux arbitrer etc. Mais est-ce que Nadal cette année est à 2. Et ah Nadal cette Roland année est à 2 et il me semble que c'est l'an dernier où l'an dernier il était, moi je l'avais eu à 3. ah 3 Roland Garros, t'es Euh, sérieux? J'avais eu à 3 l'an dernier Wow. parce qu'il y avait eu un impact juste avant la saison où en gros il avait perdu l'an dernier, il avait perdu Monte Carlo, il avait été éliminé par Fonini et il avait perdu à Madrid. Et du coup, sa cote pour Roland Mais avait après augmenté, tandis que celle de Team, que moi j'avais anticipé auparavant était descendue. Moi, je l'avais pris à 11 la cote de Team pour Roland Garros l'an dernier. Donc moi, j'avais et Team et Nadal, et les deux se sont retrouvés en finale. Donc autant dire que le ah ouais dimanche, cadeau. je me suis retrouvé en finale avec Nadal et Team. J'étais plutôt bien. T'es en détente, mon gars. Là, t'as fait quoi? T'as fait ouh la DSP, mon gars. Pique. Ah, moi, j'étais peinard. Hein. J'avoue que j'étais sans pression et les membres du groupe privé aussi. Donc voilà, ça fait plaisir quand c'est comme ça. Ouais, clairement. C'est Non, pas et toujours hein, que ça se passe comme en ça, mais plus, quand c'est comme ça, bon, bah, on profite. pour faire une liaison avec bah, du betting, parce qu'en plus, je disais qu'on était en débat science-fiction, etc. Mais pour faire une liaison en betting, tu peux en plus prendre tes bêtes. Je suppose que les cotes avaient déjà baissé dès qu'ils étaient en demi-finale, Thiem et Nadal, tu vois. Du coup, peut-être qu'il y avait moyen, si tu sentais un petit coup de moins bien d'un des deux, ou peut-être un gros coup de chaud de celui qui était en face te dire bon je vais peut-être courir avec lui parce qu'il est plutôt pas mal cette année et faire quand même malgré tout du bénéf tu vois donc Ben, l'avantage des PLT tennis, des grands chelems, c'est qu'en gros, là par exemple, si vous voulez aujourd'hui, là, donc là à l'heure où je vous parle, on est le 17 avril. Si vous voulez, en fait, vous pouvez déjà parier en fait sur des grands chelems qui vont se passer en 2021. Donc, ce qui fait que en fait, ces PLT-là sont disponibles quasiment toute l'année. Voilà, ça veut dire que vous pouvez vous positionner tout le à temps. n'importe quel moment Et donc ça, c'est quand même un gros avantage parce que imaginons, vous voyez un truc en live qui peut se faire, etc. Je sais pas, une grosse blessure, vous apprenez que, je sais pas, n'importe quoi, Rafael Nadal se fait le genou et tout. Vous pouvez déjà l'éliminer. Peut-être, imaginons pour le prochain Grand Chelem, etc. Et en fonction des infos que vous avez, du niveau de jeu de certains et tout, forcément, vous allez vous positionner différemment sur vos prochains PLT. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est que forcément, quand tu peux te positionner n'importe quand dans l'année quasiment sur des grands chelems, ça laisse des fenêtres de tir assez bonnes ouais, quand vous arrivez à bien anticiper. Moi, Team, je l'avais pris, il me semble, dès que les cotes étaient quasiment sorties. J'avais trouvé du Team à 11 et j'avais pris Nadal au moment où justement il était pas très bien et je me suis dit le mec va vouloir ressortir fort. Il avait gagné Rome et là quand il avait gagné Rome sa cote avait chuté à 1,80 1,90 il me semble et voilà donc la value était passée et après Roland du est coup, passé et voilà. Mais comment t'imagines le tennis après eux? Pour faire un point un peu aussi betting, imaginez maintenant le risque que vous prenez quand vous prenez un outsider, hormis ces trois monstres en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est que vous imaginez par exemple des mecs qui montent actuellement comme des Tsitsipas, Medvedev, Alexander Zverev. Il y en a plein d'autres, hein, mais Félix Auger-Aliassime, Dominic Thiem, là c'est ceux qui me viennent en tête. Imaginez le risque que vous prenez intrinsèquement quand vous avez la notion que les mecs ont remporté 84% des grands chelems
C'est depuis 2003, donc ça fait depuis 17 ans, donc C'est c'est énorme. dingue, c'est un truc, C'est un enfin truc c'est de une ouf. stat qui est assez folle, une telle domination. Forcément, effectivement, ils sont trois, donc ça c'est chiant. Ils seraient que deux, alors là, ça serait le bonheur parce que d'un point de vue arbitrage, ça serait Ah le top, bah ouais. mais ils sont trois. Donc forcément, à trois, c'est différent. Maintenant, vous avez des tournois du Grand Chelem où des fois, mais il n'y a que Novak et que Roger, où il n'y a que Novak et Rafa, etc., etc. Vous Mhm. m'aurez compris. Euh, donc voilà, donc il y en a plein Les que je vois qui outsiders, prennent, voilà, les outsiders, c'est bien à les prendre sur des petits tournois. C'est mieux, en tout cas. ouais, Genre, c'est l'idée, ouais, c'est l'idée. même si, bon, je pense qu'un C'est Nadal ou l'idée, un mais Federer, moi, quand il commence à préparer Wimbledon, on pense à Federer, ou quand Nadal prépare, comment il s'appelle, Roland, il a envie de gagner Rome ou Monte Carlo, tu vois ce que je veux dire, il veut pas s'arrêter en demi, quoi, tu vois. Donc, mais tu vois, les tournois, le genre truc, on prenait l'exemple, on va faire une vidéo. Vas-y, Acapulco, vas-y. là. Acapulco, je pense pas que Nadal il arrive à Acapulco pour. Enfin, il veut gagner, bien évidemment, mais s'il perd en demi, il s'en branle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le problème, en fait, entre les différents. Dans ces PLT, on va reprendre le problème dans ces PLT Grand Chelem là, c'est que avant, vous connaissez pas le tableau. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait que quand vous connaissez pas le tableau, vous positionnez sur un tournoi. C'est pour ça que je préfère attendre parfois la sortie des tableaux parce que en fonction de comment sont structurés les tableaux et Ouais. qui affronte qui, Mm, 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 vous mm. pouvez largement déterminer qui c'est qui va passer en quart, demi-finale, etc. Ouais. C'est ce que je fais dans mes analyses de compétition. Ceux qui connaissent déjà un peu la chaîne et qui ont vu certaines de mes analyses, vous savez maintenant comment je fais. Je préfère faire ça parce qu'il y a des fois, forcément, oui, il y a une grosse value sur des outsiders en grand chelem, etc. Forcément, c'est alléchant. Vous avez, je sais pas, des mecs qui sont au-dessus de 15-20, mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a un risque énorme parce que forcément, quand vous prenez du 15-20 sur ces genres de mecs, vous avez 95% de chances de pas passer votre Grave. pari, quoi. Donc forcément, le risque est hyper démultiplié. Et comment Et t'imagines des fois, le. il est préférable quand même d'attendre les tableaux. Ouais. Et c'est au moment de la sortie des tableaux où là, il y a vraiment des coups à faire. Mais de plus en plus, les books en plus deviennent hyper réactifs à la sortie des tableaux. Donc voilà, mais il y a quand même des choses à faire à la sortie des Et comment tableaux. t'imagines le tennis après ces trois monstres? Bah, déjà, on peut retracer. Déjà, on peut imaginer que si ces trois mecs-là étaient pas là, on peut imaginer que des mecs donc, qui aujourd'hui sont outsiders ou étaient outsiders par le passé auraient gagné des titres. On peut penser à tous les finalistes ou Bah ouais, demi-finalistes tous qui, les eux, films, du coup, ouais, c'est auraient ça. eu Une le chance. palmarès qui serait resté. Parce qu'imaginez 56, donc j'ai dit quoi? C'est 56 tournois sur 64? Ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça. Donc imagine, sur 67, 56 sur 67. Imagine, il y a 56 tournois qui sont avec un palmarès différent sur les trois mecs, quoi. Ça peut laisser des places et on aurait une autre vision des mecs comme Andy Murray, Stan Wawrinka, Marin Cilic, Juan Martín del Potro, Andy Roddick au début des années 2000, Marat Safin. David Et tous Ferrer. ces mecs-là qui ont pu gagner que un grand chelem dans Ouais. leur carrière ou deux grands chelems max, peut-être que ces mecs-là, ils auraient mais ils auraient peut-être raflé. Il y aurait une densité qui aurait été telle que le niveau aurait été ouf et que du coup, d'un point de vue betting, Ouais. ça aurait pu être un peu à la loterie, Est-ce comme qu'on est c'est le à cas l'âge. d'ailleurs en WTA. Je te pose une Au question. WTA, au tennis féminin, il n'y a pas de hiérarchie mondiale qui est vraiment décrite. Et Ouais. donc, du coup, une centième mondiale en WTA peut gagner un tournoi du Grand Chelem parce que sur 15 jours, son niveau de tennis est complètement fou. Or, en tennis ATP, il y a quand même une sorte de hiérarchie et de plafond de verre qui est quand même encore Ouais. inatteignable. Et tu penses qu'il y a là en ce moment des joueurs actuels qui, dès qu'ils vont prendre leur retraite, les trois monstres là, vont dominer le tennis comme ils l'ont fait, ou bon, je veux dire vont dominer, on va dire, la décennie qui vient?
Alors c'est un peu coupé et tout, mais j'ai plus ou moins compris ta question. J'ai du mal à avoir une domination de la next-gen, même si la next-gen est très très fort, hein, la nouvelle génération, ça s'appelle comme ça, c'est la next-gen. Dedans, il y a, je l'ai dit, hein, tout à l'heure, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Tiafoe, Dominic Thiem, voilà, il y en a Flix, Auger-Aliassime, il y en a pas mal. J'ai du mal à voir j'ai du mal à avoir une telle domination. On le voit quand ça, sur des tournois ATP 500 ou Masters 1000, quand c'est ces mecs-là qui sortent un peu du lot, qui vont en demi-finale, qui vont en finale et qui s'affrontent, etc. On voit que le niveau est quand même relativement équilibré. Tous ces mecs sont très très forts, mais sont pas très très forts au point de dominer outrageusement pendant X années. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez impressionnant. Ces mecs-là ont réussi à l'exploit. Ouais. Que pendant 15 ans, voire un peu plus pour Roger Federer, les mecs puissent dominer, tu vois. Ouais, c'est ça. Qui est dingue, c'est d'être régulier sur 15 ans, quoi. Moi, Kobe Bryant en NBA est l'exemple parfait de la régularité. C'est le mec, malgré qu'il avait une équipe de merde à côté de lui, son niveau n'a quasiment jamais régressé. Et il est toujours resté à faire ses stats, à faire son boulot tous les soirs, tous les jours de match. Et ces mecs-là, faut juste dire respect à ces mecs-là, que les mecs ils gagnent depuis 15 ans, parce que gagner pendant 15 ans, mais vous imaginez pas les efforts et le sacrifice qu'il faut faire pour réussir à faire ça. C'est ce qu'on se rend pas compte parfois en regardant ces monstres-là, que ce soit n'importe quel sport, hein. Quand tu regardes Messi, Ronaldo, Nadal, Federer, Kobe, LeBron James, ils dominent depuis 15 ans, et quand tu les regardes, t'as l'impression c'est facile. Ouais, tout devient facile en les regardant. Et finalement, quand tu réfléchis aux sacrifices, aux efforts, à la rigueur, bref, toutes les qualités qu'il faut pour dominer pendant 15 ans, parce que comme dit, je crois que c'est Kobe qui a dit ça, dominer 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est bien, mais va dominer 20 ans. C'est pas la même. C'est ça, hein. Quand tu vois les dynasties en NBA, par exemple, qui sont tellement difficiles à mettre en place, une équipe comme les Warriors, on s'était dit, cette équipe-là va tout rafler pendant 4 ou 5 ans, et finalement, elles n'ont pas gagné autant qu'on aurait pu le penser. Une équipe comme ça, qui dominait outrageusement la ligue, qui fait ça, c'est ouf. Alors qu'au tennis, effectivement, en tout cas d'un point de vue ATP, comme je l'ai expliqué, en WTA, c'est hyper différent, même si on va dire que Serena Williams est au-dessus du lot, qu'elle a gagné de nombreux titres du Grand Chelem, mais malgré tout, on voit que depuis 4-5 ans, ça va beaucoup moins bien quand même pour elle, et elle n'est plus autant, on va dire, la favori quand elle arrive sur un Grand Chelem. Elle reste une des favoris, forcément. Elle est dangereuse, mais c'est pas sur elle que tu vas vouloir te dire, tu vas pouvoir miser sur elle en te disant c'est safe mon affaire, et je suis sûr de mon coup. Non, en WTA, de toute façon, t'es jamais sûr de toi. Et t'imagines les opportunités, etc. Et tout. T'imagines un tennis un peu à la WTA après, où il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde peut battre tout le monde, et du coup que ça soit plus intéressant, à regarder, et deux, peut-être plus difficile à lire, ou du moins vu que tout sera équilibré, il y aura plus de value, et ce sera peut-être plus dur à gagner au tennis finalement. Alors ça a coupé encore, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Forcément, d'un point de vue betting, les cotes du coup seront plus hautes sur les titres de Grand Chelem notamment. Pourquoi? Parce que forcément, si tu enlèves les trois monstres, ça va rester rééquilibré derrière et ça va aller en cascade. Donc on aura des tableaux qui vont être beaucoup plus homogènes, où en fait on aura 3 mecs qui vont être cotés à 6, 2 mecs qui vont être cotés à 7, 3 mecs qui vont être cotés à 8, etc. Et en gros on aura peut-être une liste de 20 mecs, de 15-20 mecs qui potentiellement peuvent gagner le Grand Chelem et qui seront cotés entre 5 et 12, quoi, tu vois. Et ces 20 mecs-là, tu pourras les prendre, tu hésiteras entre ces 20 mecs-là parce que tu sais que ces 20 mecs-là se trouvent dans la win finale, quoi. Donc effectivement, ça sera quelque chose qui va être très différent, et il va falloir vraiment comprendre qu'il y aura un avant et un après. Alors ils vont pas tous partir les 3 en même temps, en tout cas je l'espère pas, parce que sinon vous me retrouvez en PLS pendant 1 an. Mais les premières parties sera Federer et Nadal. Djokovic. Mais ils vont partir un par un, on va dire, normalement, où la suite logique c'est Federer, puis Nadal, puis Djokovic.
la suite logique, ça serait ça. Mais, voilà, mais après, ces mecs-là le disent, hein, ils l'ont dit en interview déjà, ils se sont tapés la bourre. Et le fait de se taper la bourre autant ont fait qu'ils ont dû surélever leur niveau auquel ils avaient escompté. C'est sûr. Nadal disait que sans Roger, il n'aurait jamais atteint un tel niveau d'exigence et un tel niveau de professionnalisme comme ça. Et la concurrence et la rivalité fait en sorte de surélever tes capacités et surélever ton niveau à proprement parler. Pour reprendre un petit peu au niveau du betting. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut honorer aussi les mecs qui sont outsiders aujourd'hui. Et parce que tout le monde le dit, que jouer ces mecs-là, c'est invivable, c'est impossible. Et que les mecs t'as l'impression que même à 40 ans, les mecs, t'as l'impression qu'ils vont encore dominer. Et à t'écouter parce qu'ils ont eu l'expérience de se donner à fond et de se donner le maximum pour pouvoir réussir et pour pouvoir gagner, parce que la concurrence était tellement rude que ça en devenait quelque chose qui était qui assez dingue. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre l'événement que c'est quand il y a un mec comme Daniil Medvedev ou Tsitsipas gagne contre un de ces mecs-là. Parce que c'est un exploit retentissant totalement. Et après, en plus à t'écouter, tu vois, c'est compliqué d'imaginer l'avenir malgré tout dans le tennis sans ces trois-là, et j'ai beaucoup de mal à y penser déjà. Et à t'écouter, tu vois, j'ai le sentiment qu'en plus les joueurs en dessous entre guillemets, mais je veux dire les outsiders en dessous de Nadal, Djokovic, Federer sont d'excellents joueurs en fait. Et ce qui fait, ils sont d'excellents joueurs, mais ils sont blasés. Et ils sont blasés, et ce qui rend en plus la domination de Federer, Nadal, Djokovic encore plus impressionnante. C'est comme si tu avais les Spurs de San Antonio, les Warriors et les Bulls de Chicago qui tirent la bourre les trois, et que derrière tu as des équipes style les Clippers, style les Cavs, tu vois, et que finalement c'est d'excellentes équipes qui dans un monde parallèle auraient été champions, tu vois, mais vu qu'il y a les trois meilleurs all-time, bah ils gagnent jamais, tu vois ce que je veux dire, mais on se rend pas compte à quel point les équipes en dessous, les joueurs en dessous sont déjà hyper forts, et ce qui montre à quel point c'est monstrueux en termes de performance de la part des trois. Et puis comme tu dis, il faut applaudir aussi les outsiders qui, je pense, ont aussi poussé les Andy Murray, je pense à eux, qui ont poussé aussi les trois gros, parce qu'ils se disent merde, je sais que je vais jouer mon Murray, il est hyper fort, je peux pas me relâcher, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt au top. Et pour revenir par rapport à ce que Nadal qui dit qu'avec Federer ils se sont tirés la bourre, et Djokovic, etc., on reprend l'importance de l'environnement dans les paris sportifs. C'est-à-dire que Nadal, il domine tout seul, etc. Et comme tu dis, il aurait peut-être gagné autant, voire, mais ça n'aurait pas été pareil, quoi, en termes d'intensité et d'exigence. Et il a été tiré vers le haut. Et dans les paris sportifs, si vous êtes dans un groupe, une communauté qui vous tire, qui vous booste vers le haut, vous serez meilleur que si vous êtes dans un groupe en mode combo, fun, mortal combo, etc. et qui vont vous tirer vers le bas et qui vont vous faire tilter ou faire des choses que normalement